Tout commence par une rumeur insistante de drones occidentaux prêts à survoler le Burkina Faso, alors même qu'un pays meurtri tente encore de reconquérir ses villages et de garder la maîtrise de son ciel. Dans cet écart violent entre faiblesse matérielle et intrusion annoncée, la figure d'Ibrahim Traoré devient un révélateur brutal. Jusqu'où un dirigeant africain peut-il aller pour protéger l'honneur, la sécurité et l'avenir réel de son peuple? Si ces machines franchissent un jour cette frontière invisible, chaque kilomètre d'air deviendra un enjeu politique, militaire et symbolique. Et derrière cette ligne fragile, c'est toute une génération qui devra répondre à ce défi frontal. Le véritable enjeu de cette histoire dépasse largement la simple rumeur de drone. Il s'agit de comprendre ce que signifie aujourd'hui la souveraineté d'un État africain placé sous pression constante. Dans cette séquence où chaque décision militaire ou diplomatique peut redessiner l'équilibre d'une région entière, la promesse est claire: offrir une lecture précise, structurée et débarrassée des fantasmes pour saisir comment un pays comme le Burkina Faso tente de se maintenir debout. L'intérêt central pour le public tient en 10 mots nets: comprendre ce qui détermine réellement la survie d'une nation. Mais derrière ce bénéfice annoncé se cache un risque majeur. En ignorant les dynamiques profondes du Sahel, on peut mal interpréter les signaux, surestimer certaines menaces et sous-estimer les leviers que détiennent encore les États de la région. Dans un paysage où ingérences extérieures, alliances nouvelles et instabilité sécuritaire se croisent, chaque décision ouvre une opportunité tout en créant une vulnérabilité nouvelle. C'est ce fragile équilibre entre affirmation et exposition que cette analyse va dévoiler étape par étape. Une première fissure mérite d'ailleurs d'être observée de près. Un détail ignoré par beaucoup révèle pourtant une rupture nette. En 2023, les dépenses militaires du Burkina Faso ont presque doublé, signe que le pays s'adapte à une pression plus profonde qu'une simple rumeur de drone. Cette augmentation n'est pas une coïncidence. Elle marque la charnière d'un basculement géopolitique qui structure tout le reste. Derrière cette donnée chiffrée se trouve une dynamique plus vaste. Lorsque Ibrahim Traoré arrive au pouvoir en 2022, le Burkina Faso sort d'une longue période d'instabilité sécuritaire et de dépendance stratégique envers les puissances occidentales. Les frontières rurales sont fragiles, les groupes djihadistes multiplient les incursions et les zones contestées s'étendent de manière inquiétante. Dans ce contexte déjà saturé de menaces, la présence de bases étrangères était perçue par certains comme un rempart, par d'autres comme une entrave supplémentaire à la souveraineté nationale. La décision de Traoré d'expulser les troupes françaises, puis de fermer progressivement les missions soutenues par l'Occident, redéfinit la trajectoire du pays. Elle crée un vide sécuritaire immédiat, mais ouvre en même temps l'espace pour une refondation stratégique centrée sur la dignité nationale et la maîtrise du territoire. Les premiers mois suivant cette rupture montrent un pays en transition. Les opérations militaires internes se multiplient, les alliances régionales avec le Mali et le Niger se renforcent, et le discours officiel s'oriente vers un panafricanisme assumé. Cependant, cette transformation rapide expose aussi les limites structurelles du Burkina Faso. L'armée, malgré une motivation renforcée, reste en sous-effectif dans certaines zones. Les infrastructures de défense aérienne sont rudimentaires face aux technologies avancées dont pourraient disposer des acteurs extérieurs. C'est précisément dans cette tension entre volonté politique forte et capacités opérationnelles inégales que naît la rumeur de drones occidentaux. Elle cristallise les peurs, les attentes et les fractures d'un pays en pleine mutation.
À ce stade, une question essentielle s'ouvre reliant les fissures internes aux signaux extérieurs qui s'accumulent. Dès les premières semaines, suivant la rupture avec les forces étrangères, un changement concret se manifeste dans plusieurs zones rurales du nord du Burkina Faso. Dans certains villages proches de la frontière malienne, des unités locales, jusque-là dépendantes de l'appui extérieur, commencent à organiser leurs propres patrouilles. Ces groupes, formés de militaires réguliers et de volontaires communautaires, cherchent à reprendre des axes routiers devenus impraticables. Leur marge de manœuvre reste étroite, mais cette évolution illustre une tentative assumée de regagner du terrain sans soutien occidental. Dans une autre localité située à l'est, des habitants témoignent d'une modification inverse. L'absence soudaine d'appui aérien étranger complique la surveillance des couloirs empruntés par les groupes armés. Les forces burkinabées doivent alors allonger les délais d'intervention, ce qui accentue le sentiment de vulnérabilité chez une partie de la population. Ces deux trajectoires opposées, initiative locale d'un côté, fragilisation opérationnelle de l'autre, montre combien le retrait des partenaires occidentaux produit des effets immédiats, contrastés et parfois contradictoires. Pour guider la compréhension de ces réalités, la figure qui s'impose est celle des commandants de terrain chargés de traduire les orientations stratégiques en décisions quotidiennes. Ils incarnent souvent le premier niveau d'adaptation: réorganiser les patrouilles, ajuster les itinéraires, renforcer le partage d'informations avec les villages alliés. Leur rôle devient crucial dans cette phase où chaque décision locale influence la stabilité régionale. Au cœur de cette mosaïque d'avancées et de reculs, une vérité se détache: le terrain réagit toujours plus vite que la diplomatie. Tout bascule au moment où une série de signaux faibles convergent autour d'une même inquiétude: l'idée qu'un dispositif occidental pourrait frapper depuis le ciel un pays déjà fragilisé au sol. Le déclencheur survient lorsque circulent les premières rumeurs de drones. Elles ne proviennent pas d'un rapport officiel, mais d'échanges entre habitants, militaires et relais locaux, qui interprètent les mouvements diplomatiques récents. Ce simple bruit devient un déclencheur. Les discours se durcissent, les préparatifs s'accélèrent, les priorités changent. À Ouagadougou, l'état-major resserre ses réunions. Les communications internes se multiplient. Les zones sensibles sont cartographiées à nouveau. Et dans l'appareil politique, la tonalité s'alourdit. L'ingérence n'est plus envisagée comme hypothèse lointaine, mais comme une alerte immédiate. Ibrahim Traoré, déjà engagé dans un bras de fer avec les puissances étrangères depuis son arrivée au pouvoir, interprète ces signaux comme une étape supplémentaire dans une suite d'épreuves imposées au Burkina Faso. La séquence de montée en tension s'accélère. Des habitants du Nord évoquent la présence inhabituelle de survols lointains, non confirmés, mais suffisants pour alimenter la crainte. Des relais communautaires rapportent des mouvements suspects près de zones rurales. Des unités militaires reçoivent l'instruction de renforcer l'observation, même sans moyens aériens avancés. Dans les ministères, les discussions internes tournent autour d'une même question: comment répondre à une menace qui, bien qu'indéterminée, intervient dans un pays où chaque kilomètre de terrain disputé a un coût humain? Le point culminant survient lorsqu'un discours présidentiel sert de ligne rouge explicite. Ibrahim Traoré, devant les troupes comme devant la population, affirme qu'une attaque, notamment par drone, constituerait un acte de guerre. Le message se veut court, direct, martial. Il vise à dissuader, il vise aussi à mobiliser. En quelques heures, la déclaration circule dans tout le pays. Elle devient l'axe central du récit politique. À l'international, elle résonne autrement. Pour les observateurs occidentaux, c'est le signe d'un durcissement stratégique.
Pour les alliés panafricains, c'est une affirmation de souveraineté. Ce moment fixe le sommet de la séquence. Plus rien ne peut revenir à l'état initial. Vient ensuite la phase de répercussion, plus longue, plus diffuse, mais tout aussi déterminante. L'armée entreprend d'adapter ses capacités malgré un retard technologique évident. Formation spécialisée, acquisition de systèmes anti-drones, mise en place de procédures de détection rudimentaires mais constantes. Les alliances régionales se renforcent. Échange d'informations avec le Mali et le Niger, accélération de la coordination prévue par leur pacte de sécurité. La population interprète la situation selon deux prismes opposés. Certains voient dans cette posture un signe de dignité restaurée, d'autres redoutent l'isolement diplomatique et ses effets sur la sécurité quotidienne. Les tensions internes s'ajoutent à ces pressions extérieures. Dans certaines zones, les groupes djihadistes exploitent les espaces où l'absence d'appui aérien se fait sentir. Dans d'autres, les forces burkinabées, galvanisées par le discours national, parviennent à sécuriser de courts périmètres. Cette alternance de gains et de pertes produit un paysage mouvant où rien n'est totalement consolidé ni totalement perdu. La séquence se referme sur une certitude paradoxale. L'affirmation souverainiste a renforcé la cohésion nationale tout en exposant davantage les failles matérielles du pays. Et dans cette tension permanente, chaque réaction, chaque ajustement, chaque prise de position devient un élément de la bataille plus vaste que mène le Burkina Faso pour rester maître de son destin. Le premier repère chiffré qui structure cette phase est clair. Avant 2022, le Burkina Faso consacrait environ 200 millions de dollars par an à la défense. Ce montant représentait un effort stable mais insuffisant pour un pays confronté à une intensification des attaques djihadistes. Cette limite budgétaire contraignait lourdement les marges de manœuvre militaires. Elle montrait surtout un appareil sécuritaire constamment sous tension opérationnelle. Après l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, la trajectoire bascule nettement. En 2023, les dépenses militaires atteignent près de 400 millions de dollars, soit quasiment le double du niveau précédent. Cette hausse rapide illustre une réaction directe aux menaces extérieures et à la nécessité de compenser le départ des forces occidentales. Ce saut budgétaire signale une volonté stratégique d'autonomiser les capacités de défense nationale. Un troisième chiffre confirme la recomposition en cours. Selon les rapports régionaux, la coordination militaire avec le Mali et le Niger, déclenchée après leur pacte de sécurité, a contribué à une baisse d'environ 20% des incursions djihadistes dans certaines zones frontalières. Cette réduction partielle ne signifie pas la maîtrise totale du territoire, mais elle indique l'impact tangible de la coopération panafricaine. Elle souligne aussi l'importance de mutualiser les ressources face à des groupes mobiles et organisés. Ces trois repères, le budget initial, la hausse post-2022 et la diminution locale des attaques, tracent une ligne claire. Le Burkina Faso a choisi d'augmenter ses capacités internes plutôt que de dépendre d'acteurs extérieurs. Cette orientation crée toutefois une série de pressions nouvelles. Le doublement du budget pèse sur une économie déjà fragile. La modernisation de la défense aérienne reste lente et les capacités anti-drones, bien qu'en développement, ne suffisent pas encore à neutraliser des appareils sophistiqués que pourraient utiliser des puissances étrangères. Pour comprendre ce contraste, il faut revenir à la posture politique que défend Ibrahim Traoré. Son discours enflamme, mobilise, consolide un imaginaire de souveraineté totale. Mais face à la réalité matérielle, chaque avancée génère un coût. Chaque choix ouvre une vulnérabilité. C'est cette tension entre vision stratégique et exécution logistique qui façonne la situation actuelle.
Sur le terrain, les chiffres prennent une dimension plus concrète. L'augmentation du financement permet davantage de formation, de nouvelles unités et une montée en puissance coordonnée avec les armées alliées du Sahel. Les troupes locales, mieux équipées qu'un an plus tôt, élargissent certains périmètres sécurisés. Mais la présence persistante de groupes armés dans environ 20% du territoire, selon les estimations internationales, rappelle les limites de cette progression. Ce double mouvement, consolidation et fragilité, crée un paysage où aucun chiffre ne peut être interprété seul. Le triptyque budgétaire et opérationnel montre une trajectoire ascendante, mais il révèle aussi le poids immense porté par un État en recomposition. Au cœur de cette dynamique, une question demeure ouverte. Les gains actuels suffiront-ils à combler le retrait aérien occidental ou ne font-ils qu'acheter du temps dans une bataille plus vaste? Deux lectures majeures s'opposent lorsqu'il s'agit d'évaluer la stratégie actuelle du Burkina Faso. La première, défendue par une partie des acteurs internationaux, affirme que l'expulsion des forces occidentales a créé un vide sécuritaire impossible à combler dans l'immédiat. Pour ces observateurs, la perte d'appui aérien, de renseignement et de logistique aurait permis aux groupes djihadistes d'intensifier leurs opérations. Il souligne que certaines régions restent partiellement contrôlées par ces groupes et que, malgré l'augmentation du budget militaire, la capacité opérationnelle demeure inférieure à celle fournie par les partenaires étrangers. Cette position considère que la souveraineté n'est viable que si elle s'appuie sur une capacité matérielle équivalente, ce qui n'est pas encore le cas. Face à cette vision, une seconde lecture, ancrée dans la dynamique régionale, avance un argument inverse. Selon elle, la dépendance prolongée envers les forces occidentales a affaibli, sur le long terme, l'autonomie militaire burkinabé et retardé la construction d'une stratégie souveraine. Dans cette perspective, l'expulsion des troupes étrangères n'est pas une fragilisation, mais un passage nécessaire pour reconstruire un appareil de défense adapté aux réalités du Sahel. Les défenseurs de cette ligne citent des faits tangibles: la hausse du budget militaire depuis 2022, la montée en puissance des unités locales et surtout la coopération renforcée avec le Mali et le Niger, qui a contribué à réduire d'environ 20% les incursions djihadistes dans certaines zones frontalières. Ces éléments appuient l'idée qu'un modèle panafricain peut produire des résultats mesurables. Entre ces deux positions, une réponse nuancée émerge lorsqu'on observe les données disponibles. Oui, la rupture avec les partenaires occidentaux a créé une période d'adaptation difficile, et certaines zones en ont payé le prix. Mais il est tout aussi vrai que la trajectoire actuelle montre des progrès internes réels et des résultats régionaux concrets. Les chiffres, même partiels, indiquent que la recomposition stratégique en cours n'est ni un effondrement annoncé, ni une réussite totale, mais une transition complexe, où chaque avancée doit encore être consolidée. Pour introduire ce passage, on peut dire que elle ne prend pas la forme d'un événement spectaculaire, mais d'un glissement progressif dans la manière dont le Burkina Faso se repositionne sur l'échiquier régional. Au moment où l'attention internationale se focalise sur les risques d'ingérence et les tensions diplomatiques, un autre mouvement se déploie, plus discret mais décisif: l'intégration renforcée du pays dans une logique panafricaine assumée. Cette dynamique transforme la posture défensive en architecture collective de résistance, offrant au pays une marge de manœuvre nouvelle. C'est ici qu'intervient un élément souvent sous-estimé: la parole d'Ibrahim Traoré, devenu l'un des leviers politiques les plus influents de la région. Son discours, relayé par les armées voisines, sert de catalyseur pour consolider les alliances du pacte de sécurité avec le Mali et le Niger.
La baisse estimée de 20% des incursions djihadistes dans certaines zones frontalières, bien qu'inégales, atteste de l'impact concret de cette coordination. Ce midpoint révèle ainsi un changement de perspective. La menace extérieure n'est plus seulement une donnée subie, mais un moteur de recomposition stratégique régionale. C'est dans ce déplacement du centre de gravité que la suite de l'analyse prend tout son sens. Les répercussions du repositionnement stratégique du Burkina Faso se manifestent différemment selon les groupes concernés. Cette diversité d'impact permet de comprendre comment une même dynamique, rupture avec l'Occident, montée en puissance régionale, renforcement militaire, crée des effets multiples, parfois convergents, parfois contradictoires. Pour la population, la première conséquence est un sentiment ambivalent mêlant fierté et inquiétude. D'un côté, la posture souverainiste défendue par Ibrahim Traoré nourrit l'idée qu'un pays longtemps dominé peut désormais tracer sa propre voie. Ce discours résonne puissamment chez les jeunes, qui voient dans cette orientation un refus clair du néocolonialisme. Mais de l'autre, certaines zones rurales paient le prix immédiat du retrait des forces étrangères, ralentissement des interventions, surveillance aérienne affaiblie et réapparition ponctuelle de couloirs utilisés par des groupes djihadistes. Les habitants oscillent ainsi entre espoir de renouveau et crainte d'une insécurité persistante. L'économie du pays ressent des frictions directes. La hausse des dépenses militaires, près de 400 millions de dollars en 2023, mobilise des ressources qui auraient pu être allouées à d'autres secteurs. Pourtant, le retrait occidental a ouvert un espace de diversification. De nouveaux partenaires s'intéressent au pays, notamment des acteurs non occidentaux, cherchant à investir dans le secteur minier ou les infrastructures. Toutefois, l'incertitude sécuritaire continue de peser. Les entreprises locales doivent composer avec des routes parfois menacées, des ruptures logistiques temporaires et des zones rouges qui compliquent le transport de marchandises. L'économie avance mais sur un terrain instable. La diplomatie burkinabé connaît une recomposition profonde. La rupture avec l'Occident a entraîné un isolement diplomatique partiel, mais elle a également permis un rapprochement inédit avec le Mali et le Niger. Le pacte de sécurité signé en 2023 renforce la coopération militaire et transforme le Burkina Faso en acteur central d'un bloc régional revendiquant pleinement son autonomie. Cette dynamique attire l'attention d'autres puissances, notamment la Russie, qui voit dans cette recomposition une opportunité stratégique. Ce repositionnement crée un équilibre fragile, une souveraineté accrue, mais aussi un risque de dépendance nouvelle. À l'échelle du Sahel, les décisions d'Ibrahim Traoré modifient l'équation géopolitique. Le retrait des troupes françaises et des missions occidentales a affaibli l'empreinte militaire étrangère dans la région, créant un précédent suivi de près par d'autres États. La baisse d'environ 20% des incursions djihadistes dans certaines zones frontalières illustre l'effet positif d'une stratégie régionale coordonnée. Mais cette amélioration reste partielle. Dans d'autres régions, l'absence d'appui aérien occidental a permis à certains groupes armés de tester les lignes de défense burkinabé. Le Sahel entre ainsi dans une phase instable où les alliances régionales peuvent résoudre certaines menaces mais en amplifier d'autres. À travers ces quatre prismes, un constat se dessine. Les choix politiques du Burkina Faso créent une recomposition profonde qui redéfinit autant les risques que les opportunités. Au cours des 6 à 12 prochains mois, trois trajectoires distinctes peuvent se dessiner pour le Burkina Faso, chacune façonnée par l'évolution des alliances régionales, des capacités militaires internes et de la pression exercée par les groupes armés. Ces scénarios ne sont pas des prédictions absolues, mais des cadres analytiques permettant de mieux comprendre les forces en présence.
Dans cette trajectoire intermédiaire, le pays maintient l'alliance stratégique avec le Mali et le Niger, consolidant progressivement les opérations conjointes. Les incursions djihadistes diminuent légèrement dans certaines zones frontalières, mais demeurent persistantes ailleurs. L'économie reste sous pression en raison de l'effort militaire élevé et de l'isolement diplomatique partiel, mais les partenariats non occidentaux assurent une stabilité minimale. Le discours souverainiste continue de mobiliser la population sans toutefois résoudre les fragilités structurelles de l'armée et des infrastructures. Ce scénario reflète une progression lente, ni décisive ni régressive. Ici, la coopération régionale porte pleinement ses fruits. Les trois armées du pacte de sécurité coordonnent mieux leurs renseignements, permettant une réduction plus nette des attaques, au-delà des 20% déjà observés dans certaines zones. La modernisation anti-drone progresse grâce à de nouveaux partenariats techniques. Quelques projets économiques reprennent, notamment dans le secteur minier, offrant un répit au budget national. La stabilité relative encourage un regain de confiance interne et donne au pays une place plus affirmée dans le bloc panafricain émergent. Ce scénario suppose une synergie durable entre volonté politique et capacité opérationnelle. Dans la version la plus défavorable, l'absence d'appui aérien extérieur ouvre davantage d'espace aux groupes armés. Les routes deviennent plus dangereuses, les zones rurales se fragmentent et les efforts budgétaires massifs ne suffisent pas à compenser la montée des risques. Les tensions diplomatiques s'intensifient. L'Occident adopte une posture plus dure tandis que certains partenaires alternatifs tardent à concrétiser leurs engagements. L'économie ralentit nettement, fragilisant les populations déjà sous pression. Pour analyser la période à venir, il faut observer un principe simple. Toute avancée sécuritaire n'a de valeur que si elle se traduit par une capacité durable. Les conséquences de cette recomposition stratégique ne touchent pas seulement les institutions ou les zones de conflit. Elles résonnent directement dans la vie quotidienne de plusieurs catégories de personnes, bien au-delà du cercle politique ou militaire. Comprendre ces répercussions permet de mesurer comment les choix d'un État peuvent modifier les trajectoires individuelles, parfois de manière subtile, parfois de manière brutale. Dans les grandes villes comme Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso, une partie de la jeunesse perçoit cette nouvelle orientation comme une opportunité symbolique. Le discours sur la souveraineté nourrit une forme de confiance identitaire, renforçant l'idée qu'une génération peut reprendre l'initiative face à des décennies d'ingérence extérieure. Pourtant, cette énergie se heurte souvent à des réalités plus dures: chômage, incertitudes économiques, tensions sécuritaires. Entre espoir collectif et difficultés personnelles, les trajectoires demeurent contrastées. Pour les communautés vivant à proximité des zones d'affrontement, les changements géopolitiques se traduisent immédiatement par des risques accrus ou des améliorations ponctuelles. Le retrait des forces étrangères peut compliquer l'accès aux routes ou aux services essentiels, tandis que les opérations conjointes avec les pays voisins sécurisent certaines localités. Chaque famille vit ces oscillations au rythme des patrouilles et des rumeurs locales. La dynamique actuelle interpelle aussi les Burkinabés et les Africains vivant à l'étranger. Pour beaucoup, elle incarne un débat plus large sur l'autodétermination du continent. Certains y voient une source de fierté, d'autres une inquiétude quant à la stabilité régionale et aux conséquences potentielles sur leurs proches restés au pays. Cette pluralité de perceptions montre que l'enjeu dépasse les frontières du Burkina Faso. À travers ces vécus variés, une même interrogation revient: comment transformer une ambition collective en amélioration concrète du quotidien? La question centrale devient alors celle de la mise en œuvre. Comment transformer une posture souverainiste en stratégie durable, mesurable et capable d'alléger les vulnérabilités actuelles? Pour cela, plusieurs étapes
s'articulent autour d'acteurs identifiés, d'actions concrètes et d'indicateurs vérifiables. Les coforces burkinabés doivent poursuivre la formation accélérée des unités déployées dans les zones à haut risque. L'objectif est d'atteindre une capacité de réaction plus rapide malgré l'absence d'appui aérien occidental. Le résultat se mesure par la réduction du délai d'intervention sur les axes sensibles. Le pacte de sécurité doit entrer dans une phase de synchronisation plus fine, partage de renseignements en temps réel, planification mensuelle d'opérations conjointes et harmonisation des protocoles anti-incursion. Le progrès se vérifie par l'évolution du nombre d'attaques dans les zones frontalières. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'État doit orienter une partie des ressources vers la restauration des infrastructures essentielles, routes, communications, zones logistiques. Les partenaires non occidentaux peuvent appuyer ce segment. L'efficacité s'évalue par la régularité des flux commerciaux et la diminution des ruptures d'approvisionnement. Un cadre de dialogue communautaire doit être renforcé dans les zones contestées afin de limiter l'influence des groupes armés. On mesure l'impact par la participation locale et la stabilisation d'au moins quelques communes sensibles. L'acquisition progressive de systèmes anti-drones et leur intégration dans les protocoles existants doivent être planifiés trimestriellement. Le succès se mesure par la capacité à détecter et neutraliser les survols non autorisés. En reliant ces étapes, se dessine une trajectoire où détermination politique et adaptation technique doivent avancer ensemble pour produire des résultats durables. Dans ce paysage en mouvement, un élément revient comme un fil discret: le rôle des acteurs de terrain, ces commandants et volontaires qui, dès les premiers mois, avaient dû réorganiser leurs patrouilles et adapter leurs itinéraires sans soutien extérieur. Leur présence, parfois invisible aux yeux du monde, incarne la continuité entre les débuts incertains et la phase actuelle de recomposition stratégique. Aujourd'hui encore, ils portent la charge concrète des décisions nationales, traduisant chaque orientation politique en gestes simples: sécuriser un axe, rassurer un village, maintenir un point de contrôle. C'est dans cette résonance entre sommet et terrain que s'inscrit la figure d'Ibrahim Traoré. Son discours ne flotte pas au-dessus du pays. Il descend, se diffuse, s'accroche aux réalités quotidiennes de ceux qui doivent transformer une vision en protection réelle. La cohésion qui en est n'est jamais parfaite, mais elle révèle une volonté collective de tenir malgré les contraintes. Et au milieu de cette tension entre espérance et incertitude, une vérité s'impose brève et nette: la souveraineté se prouve par l'endurance. Au terme de ce parcours, une évidence se dessine: ce qui se joue au Burkina Faso dépasse les affrontements militaires ou les tensions diplomatiques. C'est une réflexion plus large sur la place qu'un pays africain peut occuper lorsqu'il décide de redéfinir ses alliances, ses priorités et son rapport à la souveraineté. Cette évolution, parfois chaotique, parfois porteuse d'espoir, touche autant les institutions que les communautés locales, les jeunes urbains que les familles rurales, les acteurs économiques que la diaspora. Dans cette transformation, chacun peut trouver un point d'appui: un symbole de dignité, une interrogation sur les risques, une projection vers un futur encore incertain. L'essentiel est de rester attentif à la manière dont ces choix façonnent, jour après jour, la réalité vécue par des millions de personnes. Alors, une question demeure, ouverte et nécessaire: quelle place l'Afrique souhaite-t-elle vraiment occuper dans le monde de demain?